Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'attaque du convoi d'orpailleurs et son escorte militaire le dimanche 9 avril entre Tibarkaten et Arlit dans la région d'Agadez. 5 soldats ont été tués dans l'embuscade et 5 autres blessés. Ensuite, nous parlerons du bilan de la saisie de drogue à Gaïa pour le compte du premier trimestre de l'année 2023. L'actualité, c'est aussi la découverte d'un hippopotame mort samedi très tôt dans la matinée sur la rive du fleuve Niger par les riverains en amont de Niamey. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Oui, bonsoir. Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons ce forum de la presse du vendredi 14 avril par l'attaque dimanche 9 avril d'un convoi militaire qui escortait des orpailleurs entre Kibarkaten et Arlita. 5 militaires tués, 5 autres blessés, 2 véhicules civils emportés et 2 véhicules militaires détruits, selon une source locale interrogée par notre correspondant. L'enterrement des militaires a eu lieu lundi matin à Arlita en présence des autorités militaires, administratives, coutumières et locales, a précisé notre correspondant. Maimouna Diado, une bonne nouvelle, 3 individus qui faisaient partie du groupe qui a attaqué le convoi militaire ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité d'Arlit. Ils ont été présentés mardi aux autorités administratives d'Arlit. Avez-vous d'autres informations au sujet de cette attaque? Oui, je présente d'abord mes condoléances à l'endroit des familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés. Je n'ai pas plus d'informations que ce que vous venez de dire à l'instant, que 3 ont été déjà pris, qui font partie de ce groupe d'individus qui ont assassiné et blessé nos forces de défense et de sécurité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la situation devient en tout cas préoccupante dans la région. Dans cette région, dans cette partie de la région. Qui était l'une des régions les plus paisibles. Les plus paisibles. Et aujourd'hui, quand on regarde, on s'en prend justement aux convois, en tout cas, qui sont censés escorter les orpailleurs. Il faut se demander la question, pourquoi chaque fois c'est le convoi qu'on attaque? Parce que peut-être je me dis qu'ils ont des informations. Vous voulez dire qu'ils ont des complicités? Mais comment est-ce que ces gens savent déjà la voie empruntée, le moment où le convoi doit passer, le lieu où il faut attaquer ce convoi? En fait, c'est des questions qu'il faut se poser. Parce que s'ils ne sont pas informés, s'ils n'ont pas peut-être des gens qui les informent avant le départ de ce convoi, je ne vois pas pourquoi chaque fois c'est sur l'axe-là qu'il y ait attaque. Non, il faut se poser la question, c'est des complicités certainement. Je ne dis pas que tout le monde est complice, mais je suis sûr qu'on ne peut pas à chaque fois attaquer un convoi qui est censé escorter les orpailleurs. Et pourquoi ce sont les orpailleurs? À qui la faute à ce niveau? Bon, à ce niveau, moi je me dis, si vous voyez qu'à chaque fois on attaque les convois des orpailleurs, il faut mais changer de système aussi. Comment ça? Quand je dis changer de système, c'est de l'or quand même que vous êtes en train aujourd'hui de convoyer. Mais bon Dieu, on a aujourd'hui les moyens aériens. À travers l'utilisation des hélicoptères. L'utilisation des hélicoptères. Si c'est de l'or, mais ces gens peuvent aussi cotiser pour que l'or qu'ils sont en train de convoyer puisse être acheminé par hélico. Parce que la route, ce n'est plus possible. Et même si c'est par la route, prenez des stratégies aussi pour renforcer
votre propre sécurité. Le convoi. Le convoi. 2 véhicules, 3 véhicules, est-ce que ça peut aujourd'hui faire l'affaire? 10 éléments des forces de défense et de sécurité, est-ce que ça peut faire l'affaire? Honnêtement, je suis sûr que ces gens sont informés. Ils savent déjà le nombre de militaires de forces de défense et de sécurité qui, en tout cas, sont en train de convoiter ces orpailleurs-là, de convoyer ces orpailleurs-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que changer de système, changer de stratégie, c'est la guerre. Donc, si tu n'adoptes pas d'autres stratégies, mais tu vas tomber... Donc, selon vous, les autorités doivent redoubler de vigilance. Et est-ce qu'on est censé suivre la même voie? Est-ce qu'on est censé suivre la même voie pour ces orpailleurs-là? Je ne pense pas. Quand même, il y a plusieurs voies où on peut emprunter. Et il y a plusieurs moyens aussi. Et il y a la manière aussi de sécuriser. Mais avant que le convoi ne quitte, mais prenez les précautions d'aller d'abord sécuriser la zone, sécuriser cette partie, cette zone-là où vous savez que c'est là-bas que le convoi va passer. C'est des stratégies. Merci beaucoup, Memouna Diado, Hussein Issa. L'attaque qui s'est produite dimanche dans la région d'Agadez sur la route de la ville d'Arlit n'a pas été revendiquée, a déclaré le chef d'état-major de l'armée nigérienne, Abdou Sidikou Issa, dans un communiqué. Que peut-on retenir au sujet de cette attaque? Bon, disons, cette attaque, ce n'est que la énième, n'est-ce pas? Oui. Il y a eu d'autres précédemment, toujours par rapport à ces escortes de convois d'or et tout. Une fois, c'était 128 ou quelque chose kilos d'or qui ont disparu comme ça dans la nature, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, personne n'a la moindre trace. Il semble qu'on a pu retrouver quelques éléments qui étaient à l'origine de ce coup-là. Bon, on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais de manière générale, il faut dire une chose, c'est que cette zone est devenue aujourd'hui une zone où l'économie criminelle, comme on dit, est en train de prendre pied. Localement, parce qu'il y a une situation qui est là, de paupérisation des populations et tout, pas d'emploi, pas de... Et sans compter qu'il y a un laxisme qui s'est installé. Les gens, des étrangers viennent, ils s'installent, ils font ce qu'ils veulent dans ce pays. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est quand même frontalier avec la Libye, qui a connu pratiquement une guerre où la stabilité n'est pas encore revenue. Mais tous ces gens-là, parce qu'il semble que le chef comme on avait dit, de gang qui a mené cette opération, c'est quelqu'un qui a été, comment dirais-je, qui a lutté du côté de la Libye. Et il est venu s'installer ici. Et les gens savent. Ça, c'est une autre version. Oui, c'est une version qui est donnée. Bon, c'est une version plausible. Moi, je me dis, parce que pour faire ce genre d'opération avec brio, c'est qu'il faut savoir, il faut être un combattant. Ce n'est pas n'importe qui peut réussir ce genre d'opération. Et quand on voit qu'ils ont juste ciblé, rien que les militaires, ils n'ont pas ciblé comment on appelle ça? Les véhicules civils. Les véhicules civils, ils n'ont pas ciblé les civils, ils ont ciblé les militaires. Je veux dire, c'est des gens qui ont quand même une certaine expérience par rapport à ce genre de guérilla. Mais maintenant, que faire? Moi, c'est la question, je me dis, est-ce qu'on sait ce qu'on veut dans ce pays? Avant que cette attaque ne survienne, on a dépêché un ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur, qui était plus, je crois, le chef d'état-major, pour aller voir dans quelle mesure on peut ramener, comment dirais-je, une situation de sécurité dans la région, n'est-ce pas? Mais tout le monde a vu la sécurité prendre de l'ampleur, parce que ça arrange quelque part tout le monde. L'insécurité? Mais quand un mal, quand ça commence, il faut l'arrêter à temps. Mais quand on laisse jusqu'à ce que ça devienne, aujourd'hui, quand on prend les gens, souvent quand on fait les ramifications, on va constater que ça mène un peu plus haut vers une personnalité ou des choses comme ça. N'est-ce pas? Et c'est ça qui a fait que ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, on essaie de vouloir soigner le mal. Le mal est déjà profond. Comment faire pour soigner? Est-ce qu'ils sont en mesure de mettre les actions, de mener de prendre les mesures nécessaires, en tout cas les mesures drastiques pour pouvoir mettre fin? Est-ce qu'ils sont en mesure de poser ce genre d'actes-là? Vous êtes pessimiste? Non, mais je veux dire, mais quand on a affaire à un environnement où les acteurs qui doivent faire les choses, même ces acteurs-là, on peut douter d'eux, alors à partir de ce moment, qui peut faire le travail? C'est bien beau d'aller crier et dire non, on va vous trouver des solutions. C'est ça le problème dans ce pays depuis ces dernières années. On voit le problème parce que ça arrange des gens qui sont dans le système.
On va peut-être faire un peu de bruit autour de ça et on va laisser se perpétuer. Alors, moi, je ne me fais pas d'illusions. Je ne me fais pas d'illusions. Il n'y a pas de solution à non, cette il y a des situation. solutions, mais est-ce qu'ils sont en mesure de prendre ces solutions, de ces mesures-là qu'il faut prendre pour mettre fin à ça? Est-ce qu'ils sont en mesure? Ceux qui doivent prendre les mesures, je vais dire rien. Parce que le tout n'est pas d'aller discourir pour dire non, il faut qu'on mette. Non. Encore faudrait-il poser des actes concrets qui montrent que vous avez effectivement la volonté. Quand on dit que c'est des Soudanais, c'est des Tchadiens qui viennent s'aimer le bordel dans cette région. Mais alors, où c'est le territoire nigérien? On prend des dispositions pour sécuriser. Mais bien évidemment, y compris en les expulsant. Ou on va continuer à les observer au nom je ne sais de quel principe ou quelqu'un écrit chez lui pour venir tuer chez toi gratuitement. Merci beaucoup, Hussein Issa. Hassan Boukara, depuis des années, le site de Kibergaten attire des populations jeunes de plusieurs nationalités. Hussein l'a effleuré tout de suite. Des sources sécuritaires, des bandits armés en provenance du Tchad, du Soudan, de la Libye et même de la Somalie seraient indexés. Comment rompre définitivement avec ce cycle de violence et de banditisme dans la région d'Agadez? Merci Mokhtar. Bon, je pense que ce que Hussein a dit, la réalité c'est bien cela. Il y a une économie. Le problème, ce n'est pas la présence des gens. Le problème, c'est qu'une économie criminelle s'est installée dans cette zone. C'est bien ça le problème. Ou que ce soit. Oui, lui, il a indexé le laxisme des autorités. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit, si les autorités avaient été très vigilantes, s'il y a eu beaucoup de volonté, cette économie criminelle n'allait pas s'installer. On allait agir très vite. C'est la énième attaque, là aussi, il l'avait dit. Vous avez des attaques qui se font, qui se soldent parfois par la mort des FDS, qui convoient ces orpailleurs. Lorsque des individus s'attaquent à l'armée, ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Oui, sans vous couper, dans une déclaration rendue publique hier, la communauté tchadienne vivant dans la région d'Agadez a quand même nié de près ou de loin d'être impliquée dans cette situation. Au fond, les criminels n'ont pas de nationalité. Au fond, les criminels n'ont pas de nationalité. Donc, c'est des individus qui s'organisent en petits groupes et qui opèrent. Évidemment, les criminels n'ont pas de nationalité. Vous avez plein de Tchadiens qui sont restés à Niamey ou ailleurs. Donc, il faut surtout arriver à identifier les criminels et leur faire payer leurs crimes. Au fond, c'est bien ça. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de monde autour de l'exploitation de l'or. Il y a des intérêts. Les gens qui font les attaques sont apparemment bien informés. Il y a eu des bus qui ont été interceptés, il y a eu des convois qui ont été attaqués. Contenant de l'or. Oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont bien compris le mouvement de l'or ou de l'argent lié à l'exploitation de l'or et qui s'organisent pour prendre cet argent-là. Donc là, petit à petit, une économie criminelle s'est installée dans cette région d'Agadez. Et c'est aussi, je pense qu'il y a des choses qu'on pouvait voir venir. Hein. Dans cette zone, qu'est-ce qui donne de l'emploi? C'était les sociétés minières. Les sociétés minières ont arrêté. La migration qui utilisait du monde, la migration a été criminalisée par l'État. Aujourd'hui, la zone est livrée à elle-même dans un contexte de pauvreté. Et donc, l'argent de l'or est arrivé, mais aussi à la drogue. Hein. Lorsque vous avez ces deux éléments, souvent, ça s'accompagne d'une circulation facile d'armes à feu dans la zone. Et donc, du coup, aujourd'hui, on s'installe dans une criminalité bien organisée dans la région d'Agadez. Et malheureusement, cette attaque, elle peut ne pas être la dernière dans la zone. D'autres attaques peuvent arriver. Hassan Boukara, les États-Unis surveillent notamment cette zone grâce à une importante base de drones située à Dirkou, proche de la Libye. Qu'est-ce qui ne marche pas finalement? Je pense que les Américains se sont surtout intéressés au trafic international de drogue, puisque cette zone est considérée comme un des passages de la drogue, depuis les côtes atlantiques de l'Afrique jusqu'à la mer Rouge, jusqu'à la Méditerranée via un pays comme la Libye, etc. Ils s'intéressent à ce trafic. Maintenant, parfois c'est compliqué d'utiliser des drones face à deux individus qui se mettent en embuscade pour attaquer un convoi. C'est des choses qui peuvent toujours arriver. Donc, mais je pense qu'au-delà des États-Unis, c'est l'État du Niger qui doit prendre au sérieux les attaques, les menaces qu'il y a dans cet espace-là. Lorsque des gens s'en prennent directement au FDS, ça veut dire que c'est des gens qui sont organisés et qui combattent l'État.
les FDS, en les attaquant, on s'attaque à des symboles de l'État. C'est quand même différent de s'attaquer à des orpailleurs qui quittent Tchibarkaten pour arriver à Arlit. Donc, je pense que c'est des gens bien organisés et qui sont prêts à défier l'État pour faire ce qu'ils font. Lorsqu'ils font des attaques qui se soldent par la mort de 4-5 personnes. Donc, maintenant, ce qui est inquiétant, à mon avis, ce sont les complicités qu'on peut voir. Ousseini l'a rappelé. On a perdu dans un convoi une importante quantité d'or. Un peu plus de 120 kilos d'or. Il y a eu énormément de commentaires sur ce or-là. À la date d'aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire comment ça a disparu, ce or. Je pense que dans cette zone, on a vraiment besoin d'une présence plus importante de l'État. On a besoin de sécuriser ceux qui partent. Et je pense qu'il y a beaucoup de complicités. Et ces complicités se soldent par la mort des FDS. Ça se solde par les pertes des gains des personnes qui sont allées pendant des mois, des années chercher l'or. Je pense que l'État a vraiment l'obligation d'être plus présent dans cette zone, mais aussi de communiquer davantage d'enquêter, de communiquer sur ces groupes. Je pense que ce n'est pas des choses extrêmement graves dans cet espace-là. Et on parle aujourd'hui de l'or, de l'argent de l'or, mais la drogue aussi. C'est un autre fléau qui gangrène la région de l'Agadez. À mon avis, quand on parle d'une économie criminelle qui s'installe, c'est des choses qui ont des conséquences graves pour aujourd'hui et pour l'avenir. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. À Gaïa, le premier trimestre de l'année 2023 a été marqué par la saisie de drogue. Au cours de cette période, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur plus de 572 kg de chanvre indien, plusieurs types de stupéfiants et 46 personnes, dont 35 Nigériens interpellés. Ousseini Issa, la drogue rapporte dans le pays. La drogue rapporte dans les pays pauvres. Que faut-il comprendre au sujet de la récurrence des saisies de drogue et des stupéfiants à Gaïa? Il n'y a pas que Gaïa. Y a pas, même à Arlit, encore, on a intercepté des trafiquants. C'est quasi pratiquement... Vous voulez dire que la drogue est présente au niveau de toutes les frontières? Non, c'est à tout, au niveau de pratiquement toutes les sorties du pays. Il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, on est installé dedans. À l'époque, c'est très rare d'entendre. Quand on dit même qu'on a intercepté, on a interpellé un trafiquant, souvent on dit chanvre indien ou des choses comme ça. Mais tout le monde dit comment quelqu'un peut oser rentrer avec des quantités vraiment insignifiantes. Mais aujourd'hui, c'est des tonnes, on te dit, des tonnes de drogue. Même les drogues dures comme cocaïne, on te dit 40 kilos, 50 kilos, des choses comme ça. 50 kilos, imagine, c'est à quoi ça correspond. Et que c'est devenu pratiquement, de manière régulière, on saisit, on fait ces actes de saisie. La situation est aussi inquiétante que ça? Mais bien évidemment, si vous suivez les informations, y compris en centre-ville de Niamey, on a l'habitude de prendre 17 tonnes de résidus de cannabis dans un entrepôt. Alors, et ça n'arrête pas. Il faut bien se poser des questions. On vient de parler d'économie criminelle. Il y a 3 aspects dans le cadre d'une économie criminelle. Il y a la drogue. Ça devient un machin. Il y a également, comment dirais-je, le trafic d'armes, mais également tout ce qui a trait à l'argent, y compris l'or, ce qu'on est en train de dire là, n'est-ce pas? On vit dedans, on vit plein dedans aujourd'hui au Niger. Mais posons-nous la question, est-ce qu'on veut en finir? Est-ce que ce n'est pas parce que ça arrange des gens dans le système que, bon... La circulation de la drogue. Mais alors, quand... Vous vous rappelez, une fois à l'Assemblée nationale, il fallait lever l'immunité d'un député. Pour trafic de cocaïne. Pour trafic de, comment vais-je dire, de cocaïne, de drogue. Est-ce que ça s'est réalisé? En cours de chemin, on a arrêté net le processus. Et il est là, tranquille, n'est-ce pas? Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas de volonté pour réprimer la lutte contre ce trafic-là? C'est pour dire, il faut savoir ce qu'on veut. C'est bien beau d'en parler, mais que fait-on pour lutter véritablement contre ce genre de pratiques? Mais il y a l'octrice qui est là au niveau de toutes les frontières. S'il te plaît, on a mis juste un dispositif comme ça pour dire on est en train de lutter. Mais quand on connaît les barons ou on connaît quelques têtes et qu'on laisse faire, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose contre eux.
Alors, à partir de ce moment, est-ce qu'on a vraiment la volonté de lutter? Et rappelez-vous également qu'on a pris un conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale une fois dans un pays, comment dirais-je, de l'Afrique de l'Est, machin. On ne sait pas ce que l'affaire là est devenue. Mais il y a des cas, il y a beaucoup de cas où c'est souvent, même les enlèvements, c'est souvent lié à des affaires de trafic. Alors, des enlèvements et des assassinats. Des assassinats, à partir de ce moment, posons-nous la question. Posons-nous la question. Est-ce qu'on connaissait ce pays dans ces travers-là à l'époque? Jusqu'à une période récente, je ne vais même pas aller très loin, jusqu'à la période, je vais dire, Kunti et Tanja. On ne connaissait pas ce phénomène-là, n'est-ce pas? Il faut pas se voiler la face. C'est récemment qu'on entend parler de ces choses-là. Et de manière quasi, et ça ne dit plus rien à personne. On dit non, notre pays est un pays de transit. Mais bon, d'accord, mais même quand on est pays de transit, ce n'est pas ici on consomme, c'est vrai, mais ça enrichit beaucoup de gens. Mais bien évidemment. Vous voulez dire qu'il y a tout un réseau, mais il y a des réseaux qui sont bien évidemment. implantés un peu partout et qui font beaucoup d'argent autour de ça. Mais quand il y a ça, ça fait aussi la criminalité. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça donne à tuer aussi. Merci beaucoup. Parce que c'est des enjeux importants. Ce n'est pas des cacahuètes. Hein. On est dans cette situation-là. Et bon, c'est bien beau de faire des discours, mais il faut agir. Il faut agir, mais qui peut agir? Merci beaucoup, Hussein Issa. Hassan Boukara a des pratiques illicites qui perdurent, certes, depuis des années, mais qui ont pris ces derniers temps une tournure assez critique et très inquiétante au regard du contexte sécuritaire national et sous-régional actuel. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est l'État qui ne répond pas. Je pense qu'il y a apparemment des gens... C'est l'État qui ne réprime pas ou bien il y a une défaillance au niveau de la répression? Ça revient presque à la même chose. Mais pour moi, je poserais les mêmes questions. Je poserais les mêmes questions qu'à Ousseini. La question c'est à qui profite ce trafic-là? À qui est-ce que ça profite? Qui ça profite, on peut toujours dire que c'est une zone de transit. Oui, ça veut dire qu'il y a des acteurs extérieurs. C'est une zone de transit, ça veut dire que les Nigériens n'en consomment pas? Non, ça veut dire simplement que nous sommes dans un système qui ne s'arrête pas qu'ici. Ça veut dire que la drogue peut avoir une source dans d'autres pays, ça passe par le Niger pour continuer le chemin. Donc, ça peut vouloir dire... Donc ça veut dire que le territoire nigérien est un chemin. Voilà. Ça peut vouloir dire ça. Par exemple, tout de suite, vous parlez de Gaïa. Gaïa est quand même une zone frontalière. C'est une porte d'entrée et de sortie. Voilà, c'est la frontière avec le Bénin, la frontière avec le Nigeria n'est pas loin. Or, ce trafic dont on parle, ce n'est pas simplement ici au Niger. On en parle beaucoup en Côte d'Ivoire, on en parle beaucoup au Nigeria. Donc, c'est quand même toute cette zone de l'Afrique de l'Ouest qui est devenue aujourd'hui un terrain de prédilection. À un moment, on expliquait l'origine depuis l'Amérique latine. On pense que des manias de la drogue d'Amérique latine utilisent un peu ces zones faibles. Qu'est-ce qu'ils appellent ces zones faibles? Si vous prenez un pays comme le Niger, comme le Mali, vous avez des pans entiers qui apparemment ne sont pas totalement sous le contrôle de l'État. Donc le trafic s'organise dans ces zones-là et ça continue jusqu'à la mer Rouge pour d'autres. Certains passent par la Libye, par le Tchad ou d'autres pays pour aller vers le Maghreb et ça alimente aussi le marché européen. Donc on est dans cette situation. Mais je pense que pour le cas du Niger, Hussein a rappelé tout de suite qu'on devait lever l'immunité d'un parlementaire, on n'est pas arrivé à le faire. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui profitent de ce trafic, peut-être qu'ils sont devenus déjà puissants. Le jour où ils deviennent très puissants, on ne peut rien contre ces personnes. On voit un peu en Amérique latine comment des groupes se sont organisés autour de la drogue. Ils sont devenus des groupes puissants, parfois avec des milices armées, face auxquelles l'État est quasi impuissant. Donc, tous les pays du monde où vous n'arrivez pas à imposer un minimum de règles et de contrôles, si l'État ne fait pas se sentir contre les criminels, eh bien, ces gens deviennent très puissants. Ils sont bien organisés. J'imagine... Oui, mais est-ce que ça a des conséquences, par exemple, sur les Nigériens? Alors, j'ai suivi un jour sur une antenne, un reportage dans la région d'Agadez où on dit les personnes qui sont impliquées dans le trafic sont payées en nature. En nature, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans un système de trafic de drogue, vous avez une rémunération pour un rôle quelconque que vous avez joué.
au lieu de vous payer cash, on maisons. vous donne l'équivalent de l'argent qu'on aurait pu donner en drogue. Qu'est-ce que vous faites, Mokhtar? La drogue, ça ne lutte pas contre la faim. Vous êtes obligé de l'écouler, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas le manger à midi le soir. Vous l'écoulez contre de l'argent. Et cet argent que vous l'écoulez où? Sur place. Dans les rues, dans les villes où vous habitez, etc. Et ce sont vos enfants, vos frères qui en consomment. Et donc, vous faites en sorte que la drogue est présente dans l'environnement où vous habitez. Dans la région d'Agadez, je pense que c'est un peu ce qui arrive. À Gaïa, apparemment, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et donc, on est dans un environnement où la drogue est présente. Et même ceux qui ne connaissent pas, le fait que ça soit présent dans l'environnement pousse les gens à découvrir la drogue du jour au lendemain. Voilà. Et donc, les gens le font. Maintenant, la question, c'est qui sont les personnes? Parce qu'on prend souvent des menus frétins. Les menus frétins, ça veut dire que... Quelqu'un qui convoie, quelqu'un qu'on a pris, mais à qui ça profite? À qui? Est-ce que réellement aujourd'hui on sanctionne ceux qui se rendent coupables? S'il y a réellement une sanction de l'État, ça décourage aussi. Et parfois, les trafiquants, si la répression est forte, ils changent de route, ils changent de pays, ils ne passent pas, mais ils continuent à passer par ce pays. Ça fait, je crois, presque 10 ans aujourd'hui. Chaque année, on se rend compte qu'il y a plus de trafic qu'hier, plus de trafic que l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a des structures bien organisées dans notre pays qui profitent apparemment de ce trafic sans que l'État n'arrive à leur mettre la main. Le jour où l'État choisira vraiment de lutter contre le trafic de la drogue, ça va au moins diminuer. Je ne dis pas qu'on arrivera à un niveau de drogue zéro, mais au moins ça va diminuer. Mais aujourd'hui, écoutez ce qui se dit dans la rue, écoutez ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on a vraiment l'impression que l'argent sale s'installe aussi dans ce pays. Et ça, c'est grave pour un pays. Merci beaucoup, Hassan Boukara Memouna Diado. En plus de ces différentes saisies, la zone fait également l'objet d'un important trafic de carburant fraudé en provenance d'un pays voisin du Niger. Et ce qui ramifie les menaces sur la situation sécuritaire dans cette zone frontalière du parc W, où plusieurs incursions de groupes armés terroristes ont été signalées ces derniers temps. Que faut-il faire dans le court, moyen et long terme? Ce qu'il faut faire dans le court, moyen et long terme, c'est la sécurisation donc, de nos frontières. On ne peut que sécuriser nos frontières. Si on n'est pas capable de sécuriser nos frontières, on ne pourra pas faire face à ce trafic de drogue, à ces trafics de carburant fraudé. Il y aura beaucoup de choses. Et nous, en fait, quand tu regardes, surtout que c'est une zone, tu l'as bien dit, frontalière. Avec le Nigeria, le Bénin. C'est vraiment des pays où tout peut provenir de ces pays-là, rentrer au vu et au su de tout le monde. Ça veut dire que déjà là-bas, nous savons qu'il y a avant cette histoire de drogue saisie et tout, qu'il y a cette histoire de carburant fraudé. Tout le monde connaît que Gaïa est reconnu pour le commerce. Ce n'est pas Gaïa seulement, c'est toutes les localités frontalières du Bénin, du Nigeria et tout. Donc maintenant, nous ne pouvons que, en tout cas, prendre les mesures pour sécuriser ces frontières-là. Sensibiliser autant de fois les populations. Les amener à comprendre que la drogue aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est bon, en tout cas pour nous-mêmes et pour même notre santé. Essayez de communiquer, essayez de parler, essayez de faire en sorte que cette population, en tout cas, vous accompagne dans cette lutte-là. Mais si... Selon Hussein Issa et Hassan Boukara, la répression n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Est-ce que vous pensez la même chose, vous aussi? Même je pense la même chose, hein. Il n'y a pas assez de répression? Il n'y a pas assez de répression parce que ceux qu'on prenne demain, on les voit dehors. Après, est-ce que ce sont les mêmes personnes d'abord? Parce que ceux qu'on prenne, peut-être il y a même... Ces gens-là sont envoyés pour divertir. De l'autre côté, ceux qui passent, on ne sait jamais. Ça veut dire qu'au moment où, au niveau de Gaïa, on est en train de saisir les drogues, de l'autre côté, peut-être que les vrais... En tout cas, ceux qui ont des tonnes sont en train de passer de l'autre côté. Donc, on ne sait jamais. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de répression. S'il y a des répressions, on allait prendre ces gens-là. Ces gens-là vont dire leur réseau. Ils vont amener jusqu'à aller au grand patron. Mais si on doit s'arrêter à ce qu'on prenne et les mois et quelques mois après, on les voit en liberté ou bien quelques mois après, c'est les mêmes personnes qu'on reprenne encore. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de répression.
Hassan Boukara, peut-on faire le lien entre le trafic de drogue et le financement du terrorisme au Sahel? Oui, c'est des choses qui se disent souvent. Je pense que beaucoup d'experts expliquent que les groupes armés se financent aussi par le trafic de drogue, parce que ces groupes armés occupent parfois justement ces zones ciblées comme étant des zones de trafic. Par exemple, je parlais tantôt du nord Mali, du nord Niger. Ce sont des zones dans lesquelles ces groupes armés se retrouvent. Donc, ces groupes armés, je crois, contrôlent aussi le trafic, parce qu'ils en font quasiment leur territoire. J'imagine que vous ne venez pas sur leur territoire sans payer. Donc, si le trafic continue, c'est que ces groupes aussi tirent quelque part profit de ce trafic. Sinon, si vous prenez le nord Mali, l'État, ce sont ces groupes armés. Il n'y a pas l'État malien, ce sont ces groupes qui occupent une bonne partie du nord Mali. Si le trafic continue, ça veut dire que c'est aussi avec la complicité de ces groupes armés qui utilisent le trafic pour se financer. Ça se fait ailleurs aussi, hein. Je pense que ce n'est pas nouveau. On a vu ailleurs aussi où les groupes armés utilisent l'argent sale, que ce soit le trafic d'armes, le trafic de drogue, parce que les deux vont presque ensemble pour se financer et se donner les moyens de faire la guerre. Merci beaucoup Hassan Boukara. Rapidement, vous avez quelque chose à ajouter? Hassan Boukara vient de dire, c'est que vous vous rappelez, en 2012, il y a un cargo, un avion Boeing qui a atterri en plein désert. On descend la cargaison de drogue et on met le feu, comment vais-je dire, à l'appareil, n'est-ce pas? Dans la zone des Gao. Oui, ça dénote déjà de l'ampleur. De 2012 à aujourd'hui, ça a pris encore beaucoup plus d'ampleur. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Tout ce qu'on est en train de dire là, quand on dit qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais imaginez, on connaît même certains qui sont dans ce business-là. N'est-ce pas? Les États connaissent les gens qui sont dans ce business-là. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Hein. Même en lien avec les enlèvements auxquels on assiste souvent de ces blancs-là, c'est en lien souvent avec ces choses-là. Alors, si on connaît déjà ceux qui sont les manias, comme si je peux me permettre l'expression, et on ne peut pas les toucher. Ça veut dire que... Vous n'avez pas... Laissez-les finir. Sinon, j'ai presque fini. Ça veut dire que on est d'accord à ce que cette économie criminelle s'installe dans nos pays. Parce que ça arrange des gens, ça fait pousser des buildings, des machins, ça fait pousser plein de choses. Merci beaucoup. Ce n'est pas de l'argent propre. Rapidement. Ce qui inquiète aujourd'hui aussi, il faut voir le cas des femmes aujourd'hui qui sont dans cette histoire de drogue. Ça veut dire que l'argent facile aujourd'hui, on ne se pose pas la question de comment est-ce qu'il faut vivre. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Le samedi passé, très tôt dans la matinée, les riverains du fleuve Niger, situés dans le village de Karegourou, ont découvert un hippopotame mort sur la rive du fleuve. Après avoir été informés, les autorités locales se sont rendues sur les lieux. Hassan Boukara, l'hippopotame est protégé dans pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest et centrale, situé sur les berges du Niger, à 200 km de Niamey. Ayoru a été la perle du tourisme nigérien grâce à sa forte concentration d'hippopotames. Que peut-on comprendre au sujet de la menace réelle qui pèse sur ces pachydermes aquatiques? Je pense que la première chose, il faut que les autorités compétentes puissent enquêter davantage pour savoir pourquoi ça arrive. Est-ce une maladie? Oui, il faut déjà comprendre pourquoi c'est arrivé. Il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux et tout ça, mais je pense qu'il y a des services compétents de l'État dont le rôle est de protéger ces animaux. Je pense qu'il faut que ces services enquêtent. On a besoin de savoir pourquoi ça arrive. Donc, si on connaît les raisons, on peut prendre des mesures. Pour l'instant, à mon avis, c'est tout ce qu'on peut dire, puisqu'on ne sait pas au fond comment c'est arrivé. Donc, les services qui les protègent doivent investiguer davantage pour comprendre pourquoi ça arrive. À mon avis, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans l'immédiat.
Et à long terme, qu'est-ce qu'il faut faire? À long terme, si on connaît les raisons, il faut agir. Il faut aussi les protéger. Je pense qu'il y a eu Les quand protéger même comment? Oui, je pense qu'on a quand même l'expérience aujourd'hui des girafes. On a mis des ressources, on a créé des associations de protection des girafes. On a même déplacé... Oui, mais Hassan Boukara, quand on constate sur le fleuve Niger, on constate que un peu partout, toutes les rives du fleuve Niger ont été aménagées, transformées en jardin. Où est-ce qu'ils peuvent avoir du pâturage? Sur tout ça, l'État peut agir s'il veut. Hein. Quand je parle de ça, je parle de service public. Si l'État considère, l'État peut confisquer des terrains, non? S'il considère qu'il en a besoin pour protéger la faune dans cet espace-là. À mon avis, pour l'instant, il n'y a peut-être pas une conscience sur ces questions-là au sein de la population, mais je pense que c'est des choses qui peuvent être travaillées. Les médias peuvent aider à travailler, à protéger, les services de l'État peuvent travailler, à sensibiliser les communautés locales. L'État joue son rôle, etc. Mais pour l'instant, à mon avis, il faut surtout comprendre pourquoi c'est arrivé. Ça peut être simplement une maladie. Alors si c'est une maladie, est-ce que c'est quelque chose de grave qui peut attaquer d'autres, etc. Est-ce que c'est le braconnage? Il faut aussi le savoir. Donc il faut vraiment, à mon avis, une enquête. S'il y a une enquête, ça permet de dire quelles sont les menaces qui pèsent sur l'espèce. En ce moment, on peut prendre des mesures pour les sécuriser. Mais encore une fois, il faut commencer par savoir pourquoi c'est arrivé. Merci beaucoup Hassan Boukara. Maimouna Diado, la viande, la peau et les dents de l'hippopotame sont en effet recherchées et l'espèce fait l'objet d'un braconnage important ces dernières années. Qu'est-ce que le gouvernement nigérien peut faire au sujet de ces hippopotames-là? Vient de dire à l'instant, c'est vraiment véritablement de les sécuriser, de leur donner leur espace, leur environnement, essayer de voir comment est-ce qu'il faut aménager aussi l'environnement pour ces hippopotames-là. Parce que c'est en fait, quand on voit que jusqu'à 4, selon les sources non officielles, on dit jusqu'à 4 hippopotames, et 4 hippopotames c'est énorme. Si aujourd'hui on n'arrive pas à détecter quelle est la cause donc, de décès de ces 4 hippopotames-là, mais c'est grave. Parce que nous avons un ministère chargé de l'environnement quand même. Un ministère qui doit savoir au moins je dis, hein, l'espace où sont en train de vivre ces animaux-là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour ces animaux-là? Parce que même l'eau, ce qu'il y a dans l'eau, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui menace ces hippopotames? À travers la pollution de l'eau. Oui, à travers la pollution de l'eau. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas, qui sont en train d'être versées dans ces eaux-là, qui ne sont pas adaptées à ces animaux-là? Ou est-ce que c'est des braconnages que nous sommes en train de voir avec ces animaux-là? Il y a toutes des questions qu'il faut se poser. Maintenant, c'est comme il l'a dit, l'État s'est donné les moyens, en tout cas, de sécuriser les girafes. Pourquoi l'État ne peut pas se donner les moyens, en tout cas, de sécuriser ces hippopotames-là? Parce que plus on en perd, plus on ne sait pas combien ça reste. Donc, il faut essayer de voir de ce côté-là. Sensibiliser également ces populations riveraines. Parce que des fois, ça peut être une menace aussi pour ces populations-là. Et quand ces populations se voient déjà en danger face à ces hippopotames-là, tout peut arriver. Donc, les sensibiliser et essayer de leur donner la possibilité même de sortir de l'eau. Parce qu'il a besoin aussi de sortir de l'eau. Pour brouter l'herbe. Pour brouter l'herbe. Et quand il sort de l'eau, il n'a pas l'herbe pour brouter, c'est un autre problème. Il peut brouter dans les jardins. Mais c'est ça le gros problème, parce que les jardins sont à côté de son espace. Et donc, ça ne peut que causer des dégâts. Et avant que ces dégâts n'arrivent, mieux vaut leur céder, en tout cas, le peu d'espace où ils peuvent se sentir libres de leur mouvement, libres de faire ce qu'ils peuvent faire. Merci beaucoup, Maimouna Diado, Ousseini Sajibo. Par endroits dans les îles et autour du fleuve, les hippopotames s'en prennent aux jardins, aux champs et rizières et en les détruisant ou en mangeant les cultures. Comment améliorer davantage la cohabitation entre l'homme et les hippopotames? Mais comment améliorer? Mais ça, c'est une grosse question là. Parce que les riverains du fleuve vivent du fleuve, n'est-ce pas? Ils sont juste à côté du fleuve. Ils font leur production à côté du fleuve, n'est-ce pas?
Les hippopotames aussi, c'est dans le fleuve. C'est leur nature, c'est leur milieu comme ça. Oui, mais les deux peuvent cohabiter ensemble. Oui, mais c'est difficile la cohabitation. C'est comme les girafes tout à l'heure. Quand on parle des girafes, il faut se dire, il y a de part et d'autre, ou du moins du côté des humains, ils sont obligés de se faire violence. Parce qu'aujourd'hui, quand les girafes sortent, quand ils descendent un peu dans cette zone-là, ils vont dans des jardins, ils font des dégâts et tout et tout. Mais les gens, grâce à la sensibilisation, au lieu de s'en prendre, ils vont, ils informent. Parce que s'il y a possibilité de dédommager, on dédommage, n'est-ce pas? Sinon, les gens peuvent s'en prendre. Le machin, la girafe qui vient détruire toutes 5, 6... Mais les gens, ils vont, ils déclarent, et puis bon, il y a un dédommagement qui s'est fait. Avec les hippopotames, c'est la même chose. Mais maintenant, une année, je crois, on a même tenté de mettre en place un mécanisme permettant, mais vous savez, avec un peu la pression démographique et tout, même les espaces qui sont réservés, les gens ont tendance à grignoter. Mais bien sûr, les gens ont tendance, parce qu'il n'y a plus suffisamment d'espace, surtout au bord de l'eau, pour pouvoir permettre aux gens de faire certaines pratiques culturelles, comme le riz, comme avait dit, d'autres produits, n'est-ce pas? Et ça fait que même les espaces aujourd'hui qui sont réservés. Imaginez même les sanctuaires aménagés pour même la paille préférée le bourgou là des hippopotames, c'est devenu un business pour comment on veut dire pour les riverains, n'est-ce pas? Alors ça pose problème. Et c'est ça qui fait que bon, les hippopotames ont tendance à aller dans les jardins. C'est pour ça que j'ai dit la cohabitation va toujours être difficile. D'autant que ces hippopotames, ils ne sont pas dotés de conscience pour savoir que ça c'est un jardin. Mais qu'on crée les conditions au moins pour que l'homme ne puisse pas détruire, en tout cas, leur espace de vie, n'est-ce pas? Et malheureusement, c'est l'homme qui est en train de détruire leur espace de vie et les gens voient, les gens laissent faire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand je fais par extension même, y compris les animaux. Les autres animaux, les bœufs et tout, ils sont aujourd'hui confrontés à une situation parce que la paille qui pousse naturellement pour qu'ils puissent trouver à manger eux aussi, les êtres humains, ils prennent pour venir vendre est très cher. Et ça crée une situation qui est là qu'on observe. Quand vous regardez même un peu autour de Niamey, vous allez voir, c'est devenu une activité lucrative. Le sac de paille, on va te vendre ça à 3 000, 3 500 francs ou 4 000. Il y en a même qui dépassent ça. On ne les laisse pas pour les animaux. Mais on ne laisse pas pour les animaux. Alors, si vous voulez faire l'élevage, même en brousse aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire l'élevage. Oui. Alors, est-ce qu'on ne peut pas mettre fin à ça? Hassan Boukar, vous avez quelque chose à dire? Je veux dire, lorsque les ressources s'amenuisent, vous avez souvent des situations de ce type. C'est-à-dire que vous avez des espaces où les champs ne produisent pas, les gens ont des difficultés à joindre le deux bouts. Ben, ils vont chercher la paille. Mais les gens détruisent aussi les bois, non? Les gens détruisent les bois pour vendre le bois. En fait, les gens vivent de ce qui est à leur portée. Ils partent stocker l'herbe, ils partent stocker du bois qu'ils viennent vendre en milieu urbain pour essayer de gagner leur vie. Donc, je pense qu'il y a une détérioration de l'environnement qui réduit les ressources naturelles auxquelles on peut accéder. Et du coup, on a ce type de situation. Donc, les espaces réservés aux animaux, de plus en plus les humains les grignotent. Et finalement, vous avez un espace, une mauvaise cohabitation. Voilà, une cohabitation qui devient difficile parce que les hommes détruisent, parfois devant la poussée démographique, parfois parce que les conditions de vie sont difficiles. Quand les gens avaient leur champ produisait suffisamment, ils n'ont pas besoin d'aller stocker de l'herbe. Aujourd'hui, à la fin de la culture, les gens balayent ce que vous avez comme tige. Hein. Les champs sont balayés comme des maisons parce que ça a une valeur marchande aujourd'hui. Les gens stockent tout cela. Donc je pense qu'on arrive dans une situation où les ressources naturelles s'amenuisent, il y a une poussée démographique et du coup, les gens ne laissent pas aux animaux l'espace qu'ils auraient pu leur réserver. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Maïmouna Diado, journaliste indépendante, Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant, et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative.
Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan, à la réalisation Mustapha Ayouba. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.